Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. On parle aujourd'hui, bien dans son job, du plaisir comme moteur d'attractivité. On va parler de Val d'Isère en particulier avec Christophe Lavaux, directeur général de Val d'Isère Tourisme. Et il est l'initiateur d'une campagne dont on a parlé sur le plateau. Elle a fait beaucoup parler d'elle, cette campagne. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et Réglo, les contentieux sur les forfaits jours. Oui, c'est un sujet de contentieux et on fera le point avec Swazig Prétessey. Elle est avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Elle sera notre invitée. Et puis dans le grand entretien, on reçoit, et on l'attendait depuis quelques temps d'ailleurs, la DRH de l'année, Claire Silva. Elle est à la tête des services RH d'AG2R La Mondiale. On parlera de son parcours, de ses engagements, et puis on parlera évidemment des actions RSE, RH au sein d'AG2R La Mondiale. Et puis pour terminer notre émission dans Fenêtre sur l'emploi, crainte et envie des seniors sur le marché du travail. On en parle beaucoup de ces seniors. On fera le point avec Charles Chantala, Senior Sales Director chez Indeed. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui du plaisir qui est un moteur d'attractivité évidemment. Alors, pour le tourisme et en particulier pour les stations de montagne. Et j'accueille Christophe Lavaux. Bonjour Christophe. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous avez fait un petit peu de route là quand même, parce que vous arrivez de Val d'Isère. Absolument. C'est ça ? Un peu de route, un peu de train. Un peu de train, surtout de train d'ailleurs. Directeur général Val d'Isère Tourisme, vous êtes l'initiateur de cette campagne vidéo marque employeur. On va revenir évidemment sur cette notion parce que partout, dans tous les secteurs et dans les stations, on manque de bras, on manque de main-d'œuvre. Et vous avez fait cette campagne, on en a parlé si vous suivez notre émission il y a une quinzaine de jours avec Julien Morisson, qui avait choisi cette campagne parce qu'elle avait fait beaucoup buzzer. Regardez, court extrait de la campagne et on en parle juste après. Venez vivre le grand frisson à Val d'Isère. Okay, en hiver. Pause. C'est très bien, hein. Bravo pour les images, c'est superbe, c'est magnifique. Mais c'est pas exactement le message que j'ai envie de faire passer en tant que DRH. Je pense qu'il faut y aller franco. Que toutes les personnes qui cherchent un boulot sachent qu'à Val d'Isère, on recrute. Parce qu'ici, on est une station à taille humaine, il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Que cette expérience unique peut changer leur vie. Ok, on commencera par ça. Ah oui, et ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec du concret et on explique que tous les secteurs d'activité recrutent. Les hébergements, les hôtels et les résidences, les bars, les restaurants, les clubs, tous les commerces, j'en passe. Attends, on va reprendre le visionnage et on va faire les modifs au fur et à mesure, d'accord ? Pardon. Parce que dès qu'on parle de la station, moi j'ai tendance un peu à m'emballer. Oui, je fais ça. Je ne m'en lasse pas, Christophe Lavaux, de cette campagne. Vous en êtes fier de cette campagne parce qu'elle est assez disruptive quand même. Oui, effectivement, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'image. Je tiens déjà à préciser en tout cas que c'est pas le vrai DRH de Val d'Isère qu'on voit à l'écran. C'est un comédien. Hein. C'est un comédien professionnel et la réussite de cette campagne fonctionne aussi parce qu'on a mis les moyens dedans pour réaliser quelque chose de professionnel. Clairement. Et pas faire seulement du décalé avec les moyens du bord qui souvent est un peu déceptif en termes de résultats. Là, réellement, on a voulu se démarquer et pour ça, il fallait forcément y mettre certains moyens. La qualité, c'est, comme on dit, c'est broadcast, c'est un niveau cinéma. Quel était l'esprit avant même que vous recrutiez ce comédien, avant même que vous commenciez à mettre des caméras dans un studio ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? En fait, cette vidéo, c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a duré plus d'un an. En fait, les problèmes de recrutement que tout le monde rencontre, en montagne, on les rencontre également au niveau du personnel saisonnier, mais aussi du personnel permanent. Hein. C'est la même chose que partout. Et on avait décidé de lancer un plan d'action autour du recrutement pour se rendre plus attractif, pour mieux fidéliser aussi nos salariés, faire en sorte qu'ils aient envie de rester dans la station. Donc il y a eu plusieurs strates finalement dans ce plan d'action. Autour de la fidélisation, on a amélioré les conditions de nos salariés, on a mis des moyens sur leur logement par exemple. Oui, j'allais y venir. Il y a le débat du logement qui est central. Hein. Absolument, c'est central. On a vraiment agi sur plusieurs points, sur la visibilité de nos offres d'emploi avec une plateforme dédiée des offres d'emploi sur Val d'Isère sur laquelle on a la main, mais c'est pas seulement de la publication d'offres, c'est-à-dire que dessus on présente avant tout tous les avantages de vivre dans la station. Qu'est-ce que c'est l'expérience de vivre en station et d'y travailler pour montrer justement que c'est l'expérience d'une vie et pas seulement un job comme ça qu'on y décroche. Mais quand j'ai vu cette campagne, quand on en a parlé il y a une quinzaine de jours, vous êtes là et vous allez prolonger le sujet, mais Val d'Isère est connue mondialement. C'est une station qui est mondialement connue, qui est une des plus belles stations françaises. Vous créez des événements. Comment se fait-il que vous ayez du mal à recruter ? On se demande, mais on se dit, mais pourquoi vous ne réussissez pas ?
l'image n'est plus suffisante en fait, Arnaud. Il faut aussi se rendre séduisant avec des armes qu'on utilise habituellement pour séduire des clients, du marketing, de la vidéo, de la communication. Mais en fait, on détourne une partie de nos budgets qu'on utilise habituellement pour attirer nos clients, pour attirer cette fois-ci des salariés. Concrètement, les besoins que vous avez évoqué le logement, il y a les saisonniers qui est un gros sujet, c'est-à-dire quand on vient sur une station pendant 6 mois, il faut pouvoir sortir du travail et aller se loger au plus près. Et c'est une galère. Sur ce sujet-là et sur les autres, quelles sont les offres? C'est des offres de techniciens, de perchistes, de gens dans la tech, dans la data. C'est quoi les recherches, les métiers d'une station? Alors la plupart des métiers de nos confrères de la station de Val d'Isère et puis des autres stations, c'est plutôt dans le service, l'hôtellerie, la restauration. C'est là qu'on essaye de recruter, c'est là où on a les plus grosses pénuries. Ce qu'on a constaté avec l'association Vivaldis qui s'occupe des travailleurs et des saisonniers sur la station, c'est que ce sont les emplois les moins qualifiés qui souffrent le plus de pénurie en fait en termes de candidats. C'est assez étonnant. Pour des raisons de salaire, vous pensez que c'est on de démarre salaire ou peut-être de pénibilité, parce qu'en fait, on a essayé de combattre artificiellement ce problème en élevant les salaires, et on se rend compte qu'on ne change absolument pas finalement le résultat, c'est-à-dire qu'on se pique un petit peu les salariés les uns entre les autres, mais on n'amène pas finalement de nouvelles forces vives sur notre destination et sur notre milieu. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut réinventer? Il y a les métiers pénibles. Je pense notamment à ceux qui viennent damer les pistes à 4h du matin. Ça, c'est des métiers. Vous sauriez, mais c'est vrai que quand on est un vacancier, qu'on voit ces hommes qui rentrent dans ces grosses machines. Alors, il y a beaucoup de passion aussi derrière tout ça. Quand on fait le choix d'aller faire une saison, soit à la mer ou à la montagne, c'est aussi parce qu'on souhaite vivre quelque chose qu'il y a derrière. Donc, la motivation, elle ne manque pas. C'est peut-être finalement juste une histoire d'offre et de demande. Peut-être qu'il y a pas assez de monde par rapport aux besoins qu'on peut avoir. Et puis venir sur des plateaux de télé, communiquer pour dire les stations de ski cherchent des salariés et pas uniquement sur 6 mois, on est bien d'accord. Hein. Complètement. C'est quand on peut aussi trouver des jobs en CDI à Val d'Isère. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est le message qu'on essaye de passer, c'est qu'on a autant besoin finalement de salariés pour une saison longue, pour une année entière, et puis aussi sur des temps pleins à l'année, dans des métiers aussi qui sont dans la communication. On cherche en ce moment un graphiste, voilà, si vous avez quelqu'un sous la main, ça nous intéresse, ou dans le marketing, ou dans d'autres métiers de service. Juste un mot avant de nous quitter quand même, il y a un peu un effet, j'appelle ça l'effet île de Ré, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller habiter sur cette île, et puis quand on commence à aller voir les agences immobilières, vous comprenez très vite que, vous ne pourrez pas acheter, et que 2, le marché de la location, il est bouché. Ça, c'est un sujet qui vous est posé. Comment vous faites? Est-ce qu'on crée des bâtiments dédiés? On construit pour les salariés qui arrivent? Comment on fait? Il y a une politique communale forte aussi autour du logement, avec en ce moment des constructions de nouveaux bâtiments dédiés aux travailleurs sur la station, et puis des partenariats avec les villes et les villages qui sont en vallée, qui eux sont plus accessibles au niveau du foncier, et qui permettent, en organisant des transports collectifs, de pouvoir recruter et de proposer à nos salariés des conditions de logement jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, c'est ça l'idée? Exactement. On est d'accord? C'est ça, c'est un périmètre, on va dire, de 35 minutes en véhicule. Pour un Parisien, c'est pas énorme, 35 minutes. Oui, un Parisien, 35 minutes, c'est rien, vu la durée des embouteillages. Juste en quelques mots, depuis que la campagne a été dévoilée, elle cartonne, vous avez réussi votre coup. Est-ce que vous avez senti un afflux des appels sur le site est-ce que ça a créé un peu une dynamique? Alors en tout cas, on s'est rendu compte qu'on n'a pas de gros soucis au niveau de Val d'Isère Tourisme, qui est l'institution touristique qui organise ça en termes de recrutement. On a quasiment pourvu tous les postes qu'on avait pour cette saison. Donc je croise les doigts en espérant que ça aille jusqu'au bout. Et que la neige tombe. Et que la neige tombe, elle commence à tomber sur les hauteurs, donc c'est bon signe. Par contre, il y a encore quelques postes en souffrance, plutôt comme je vous disais sur des postes accessibilité. Avec des niveaux de formation moins élevés, moins qualifiés. Et là, forcément, on est dans le money time. On est dans les 3 dernières semaines où ça va se décider réellement. Merci d'être venu sur notre plateau. Un graphiste, s'il y a des graphistes qui nous regardent, allez donc à Val d'Isère. Moi, je vous assure, c'est une station qui est sublime. Et c'est peut-être aussi un lieu pour quitter Paris, quitter l'Île-de-France. Ce qui d'ailleurs a été votre cas. C'est un choix de vie, absolument. Ce qui a été votre cas et vous ne le regrettez pas. Merci Christophe Lavaux. Merci Arnaud. Bon retour à Val d'Isère, directeur général de Val d'Isère Tourisme. Allez donc sur le site de recrutement avec tous ces onglets, tout ça est très très bien fait. Job Tourisme Val d'Isère sur Google, vous trouverez facilement. Job Tourisme Val d'Isère. Merci à vous et bon retour dans la station. J'espère que vous rentrerez et qu'il y aura de la neige. Merci. On tourne une page, on fait du droit. Oui, parce que même un directeur général Val d'Isère fait du droit. Le recrutement, c'est du droit. On va parler du forfait jour. C'est souvent un casse-tête pour les DRH et aussi pour les salariés. On en parle tout de suite.
Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On parle du sujet alors qui est, à mes yeux, un casse-tête juridique, le forfait jour. Et on en parle avec Swazig Prétessey. Vous êtes avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Merci d'être là pour essayer de nous éclairer sur ce sujet parce que tout le monde a entendu parler du forfait jour. D'abord, commençons par le début. La définition du forfait jour. C'est quoi exactement? C'est difficile à définir comme un sujet extrêmement vaste. Ça commence mal. C'est né en fait au début des 35 heures, il y a une vingtaine d'années maintenant. L'idée du forfait jour, c'est qu'il n'y a pas de définition et décompte du temps de travail en comptabilisant les heures, mais on comptabilise le temps de travail en comptant les jours travaillés. D'accord. Avec la loi française qui vous dit que le maximum de jours travaillés dans l'année, c'est 218 jours. Et ensuite, il y a les fameux RTT qui viennent compenser les jours travaillés, les congés payés qu'on déduit, etc. Alors c'est là où mes questions vont pleuvoir. Ça veut dire qu'on en parle notamment pour les cadres, puisqu'ils signent des contrats et on leur dit « vous serez en forfait jour ». Ça veut dire qu'on ne compte plus leurs heures? Exactement. On ne compte plus les heures et on va juste regarder combien de jours ils ont travaillé dans l'année. Et comme vous venez justement de le dire, ça s'applique à des cadres essentiellement, mais le critère pour l'application des forfaits jours, c'est l'autonomie du salarié. Donc ça peut aussi s'appliquer à des salariés qui ne sont pas cadres, mais qui montrent qu'ils ont une autonomie suffisante. Alors on va se tourner vers les contentieux, parce que c'est source de contentieux, mais quand même, on sait que le droit du travail réglemente quand même le taux horaire d'une journée, parce que vous nous dites il n'y a plus d'heures de travail, mais si un cadre se met à travailler 18 heures par jour, il y a un problème quand même. Tout à fait, oui. On est d'accord. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu au départ beaucoup de jurisprudence très évolutive, notamment depuis 2011, depuis une dizaine d'années, que je requalifierais en disant qui remet en cause en fait la réalité du forfait jour et qui vient même à s'interroger sur la durabilité et l'intérêt pour les employeurs de maintenir ce forfait jour. Donc ce forfait jour, vous dites par la jurisprudence, par les contentieux, a doucement été remis en question. Exactement. On revient finalement vers un certain calcul, une obligation finalement de l'employeur de devoir enregistrer les heures et pouvoir démontrer la réalité des heures travaillées. Pour être précis, c'est la Cour de casse et par l'évolution de la loi travail en 2016 qui dit lorsque la convention collective n'est pas suffisamment précise sur les modalités de suivi de la charge de travail, la convention individuelle de forfait n'est pas annulée. On est d'accord? Exactement. Il y a eu une des premières jurisprudences en 2011 qui sont venues en fait annuler des conventions collectives nationales, donc notamment Syntec, Commerce de Gros, etc., venant dire que ces conventions collectives n'étaient pas suffisamment protectrices des salariés sur le contrôle de la charge de travail pour leur assurer, parce qu'il y a probablement eu des dérives, mais c'est aussi une jurisprudence, sans rentrer dans les détails, qui venait aussi des instances européennes et de la conformité ou non aux directives, etc., européennes. Et il y a eu donc cette évolution, et ensuite la loi travail qui est venue écrire dans les textes qu'il y avait une obligation de l'employeur de contrôler la charge de travail. Donc on en revient bien, on ne peut pas le faire travailler 18 heures parce que c'est une source de contentieux, on est d'accord? Exactement, voilà. C'est-à-dire que le cadre se retournait vers un avocat et ensuite les prud'hommes, j'imagine, pour dire le forfait à beau dos. Exactement, et on a un véritable contentieux qui s'est développé avec une jurisprudence très restrictive. Il y a une obligation déjà depuis avant même la loi travail de l'employeur d'organiser des entretiens sur la charge de travail du salarié, qui doivent être des entretiens distincts de l'entretien annuel d'évaluation, ou ça peut se faire dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, mais il faut démontrer qu'on a évoqué cette question. La conséquence étant que les salariés, comme vous venez de le dire, viennent remettre en question le forfait jour en disant il n'y a pas de contrôle de la charge de travail, donc je demande la nullité. Mais maître, concrètement, lorsqu'il y a contentieux, qu'est-ce que réclame le salarié finalement? Il réclame des heures sup. Et aujourd'hui, c'est devenu un contentieux. On le retrouve dans beaucoup de contentieux. Par exemple, un salarié qui va contester son licenciement. Et comme il y a cette évolution de la jurisprudence qui est évidemment... Il rajoute
Il rajoute des questions avec des demandes d'heures sup qui peuvent être très conséquentes et coûter très cher à l'employeur. Oui, parce que c'est pas une heure normale, une heure sup, on est bien d'accord. Exactement, puisque une heure sup, la durée légale du travail est de 35 heures en France, et toute heure, pour simplifier, qui est travaillée au-delà des Plus 35 25. heures, plus 10 et ensuite plus 25, au-delà de 8 heures. Au final, vous qui avez une expertise sur ce sujet, vous dites qu'elle est remise en question par la jurisprudence, elle est reclarifiée par la loi de 2016. Est-ce qu'on est en train doucement de remettre en question le forfait jour dans un contexte où les salariés réclament plus d'espace pour leur vie personnelle et que finalement la relation au travail évolue? Est-ce qu'on est en train aussi de remettre le forfait jour en jeu? Exactement, parce qu'aujourd'hui on a parlé des jurisprudences assez récentes, ce qu'on appelle dans notre jargon juridique un inversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait quand même que le salarié, donc comme on le disait, il vient demander la nullité de sa convention de forfait jour et ensuite il demande le paiement. Donc, si elle est déterminée comme étant nulle, la convention de forfait jour, la conséquence, c'est que le salarié, on estime qu'il n'a jamais eu de forfait jour. Donc on recalcule. Il est comme un salarié classique. Voilà, exactement. Et donc on recalcule ce qu'il a fait au-delà de 35 heures. Juste avant de nous quitter, c'est combien le nombre d'heures maximal autorisé en France pour un salarié, quel qu'il soit? C'est 13 heures d'affilée? C'est 12 heures. 12 heures, on est d'accord. Et surtout 48 heures par semaine. C'est ça, voilà, maximum. Et donc ça crée un véritable contentieux puisque aujourd'hui, la jurisprudence vous dit que le simple début de preuve apporté par le salarié, il peut simplement s'agir d'un tableau que le salarié lui-même établit en disant j'ai travaillé tous les jours de telle heure à telle heure. Quelques mails, et ça passe. J'interviens beaucoup pour des sociétés, des filiales de sociétés étrangères qui, par exemple, reçoivent des mails de la Chine ou autres, des États-Unis en décalage horaire. Et vous avez des salariés qui vous présentent ces mails en disant regardez, j'ai travaillé à telle heure. Alors, après, c'est pas non plus, c'est pas suffisant. Mais la différence par rapport à la jurisprudence qui est existante avant, c'est que l'employeur doit contredire en fait. Avant l'employeur disait... Et apporter la preuve. Exactement. Et c'est là la difficulté. Merci Swazig Prétessay, avocate en droit social, parce que vous comprenez que le sujet est complexe et remis doucement en question dans un contexte où les salariés réclament plus d'espace, plus de liberté et qui pose des soucis. Merci à vous. Notamment avec aujourd'hui, comme vous l'avez très justement souligné, la question du télétravail. Exact. Où aujourd'hui on dit à nos clients qu'il faut avoir véritablement, on revient sur un pointage et il faut absolument tenir un registre des heures travaillées, et ce qui devient très difficile, notamment dans un contexte de télétravail suite au Covid. Merci Swazig Prétessay, avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Merci de nous avoir éclairé sur le forfait jour. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Alors je vous dis, c'est pas un débat, c'est un grand entretien avec la DRH de l'année 2022. Claire Silva, elle est notre invitée, la DRH du groupe AG2R La Mondiale. Son parcours, ses engagements et les engagements évidemment de l'entreprise AG2R. Elle est notre invitée, on l'accueille juste après la pause. Le cercle RH, et ce n'est pas une table ronde aujourd'hui, mais un grand entretien avec Claire Silva. Bonjour Claire Silva. Bonjour. Vous êtes membre du comité de direction en charge des ressources humaines, la DRH du groupe AG2R La Mondiale. Alors ça faisait plusieurs mois, pour être très honnête, qu'on voulait vous avoir sur le plateau. Et ça y est, vous êtes avec nous aujourd'hui, car vous avez été élu la DRH de l'année 2022. On va revenir sur votre parcours, sur vos engagements, sur le hasard aussi d'être devenu DRH, parce que j'ai vu que vous aviez des ambitions de devenir magistrate, avocate, oui. Que c'était plutôt le droit et faire régner la loi. D'abord, un petit mot quand même sur ce titre. Alors c'est le Figaro Emploi avec d'autres partenaires qui vous ont décerné ce prix. Évidemment, ils auscultent, ils rencontrent tous les DRH. Ça fait quoi d'être élu DRH de l'année 2022 ? C'est une grande émotion, je dois dire, à titre personnel, que j'ai partagé d'ailleurs immédiatement avec mes équipes, à qui je rends hommage, parce qu'un DRH ne fait rien seul. Tout ce que j'ai pu faire tout au long de ma carrière, c'est en m'appuyant sur des équipes extrêmement professionnelles et compétentes. Donc c'est un honneur, c'est très gratifiant et c'est de fait une très très grande émotion, parce que c'est une reconnaissance par ses pairs externes. Donc on a une forme de reconnaissance tout au long de l'année à travers son action, dans l'interaction qu'on a avec sa direction générale, avec les responsables
responsables opérationnels, les différentes directions de métier, son équipe, les collaborateurs, l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, ouais, parce qu'ils sont là. parce que ils font partie de mes clients, hein, d'une certaine façon, en tant que DRH. Donc cette reconnaissance finalement externe par des pairs, c'est un honneur. D'ailleurs, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Claire, juste un mot quand même sur le choix, parce qu'il y a des critères objectifs. Hein, j'imagine, c'est les Césars, hein, c'est-à-dire qu'il faut regarder le film, il faut savoir. On juge sur quels critères? C'est quoi les éléments qui font qu'aujourd'hui, on a considéré que Claire Silva devait être élue la meilleure DRH ou la DRH de l'année? Alors écoutez, moi, ce qui m'a été rétrocédé en feedback, Oui. quand on m'a annoncé que le jury m'avait choisi in fine, c'est un parcours, la façon dont il s'est construit, c'est la façon dont on incarne la fonction à travers le parcours qu'on a vécu, Bien sûr. et la façon dont on le raconte, hein, à travers les expériences qu'on relate finalement, hein, dans les moments aussi bien faciles que les moments difficiles, parce que la fonction de DRH n'est pas nécessairement un métier qui est toujours facile. Et moi, ce qui m'avait particulièrement marqué dans le feedback qui m'avait été fait par Benoît Serre, en l'occurrence, qui m'avait informé. Le vice-président de la NDRH, DRH de L'Oréal. Et il m'avait dit, écoutez, vous avez vraiment séduit le jury qui a considéré que vous aviez une densité humaine incroyable et que finalement vous aviez ce métier dans le... Je me rappelle, il m'avait dit ça, on s'est tous dit que vous aviez vraiment ce métier dans les veines. Ça c'est quand même très agréable à entendre. C'était un moment, une fois encore, très très fort en émotion pour moi, et j'ai mis plusieurs jours avant d'intégrer le fait que j'allais être nommée DRH de l'année, parce que pour être tout à fait honnête, je n'avais pas l'ambition en tant que telle, et donc c'est pour ça que je l'ai vécu comme quelque chose de très très gratifiant. On reçoit une petite récompense, j'imagine, non? Alors oui, un prix. Un prix? Mais il est où? Il est sur votre bureau? Il est dans mon bureau. Il est dans mon bureau. Vous l'avez, comme ça, tout le monde peut le partager avec vous. Exactement. Et puis surtout, une fois encore, je le partage avec mon équipe. Quand même, c'est intéressant parce que les DRH n'ont jamais été autant dans la lumière que depuis cette période Covid, et on n'en a jamais autant parlé. Ils existent, on les découvre, ils ont des histoires, des engagements. C'est quoi être DRH, si vous deviez comme ça résumer, parce qu'il y a des jeunes aussi qui suivent des formations, qui parfois hésitent. C'est quoi de devenir DRH? Alors DRH, devenir DRH, c'est une grande responsabilité. Alors déjà, on n'est pas DRH tout de suite, hein. On est BBRH, si je puis dire, au début. Donc on commence plutôt par des postes au sein des équipes. Moi, j'ai commencé plutôt par un poste de responsable ressources humaines et puis très tagué relations sociales. Oui. Et puis ensuite, évidemment, on évolue, et surtout, en fait, c'est une grande responsabilité, en même temps, tout à la fois une chance de gérer ce que j'appelle, moi, le capital humain. Et l'entreprise, il y a le capital financier, évidemment, mais sans le capital humain, elle n'est pas grand-chose. Donc, être DRH, c'est ça, c'est arriver à interagir avec l'ensemble des acteurs qui composent l'entreprise, les opérationnels, les collaborateurs, les partenaires sociaux, pour faire en sorte que tout ça arrive à se mettre en mouvement dans le même ensemble. J'aurais dû rajouter être une femme DRH au sein d'un COMEX, c'est-à-dire entourée de toute l'équipe dirigeante d'une entreprise. Ça a été compliqué ou pas, ça? Parce que vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui comptait au sein d'AG2R La Mondiale, dont la voix porte, et l'air de rien et symboliquement, le fait d'avoir été élu meilleur DRH de l'année, ça joue évidemment dans, je dirais, le poids que vous avez et je dirais la voix que vous portez. Vous le sentez, ça, que c'est... Oui, alors en fait, je pense... En tout cas, chez AG2R La Mondiale, je dois dire que c'est un groupe dans lequel il est très agréable d'exercer. C'est pas un propos de circonstance. Parce que Thales, j'ai vu Thales, voilà. Thales, McDonald's, McDo, voilà. C'est d'autres univers quand même. D'autres univers. Et d'ailleurs, chez Thales, quand j'étais directrice des relations sociales d'une grosse division, donc il y avait 5 divisions à l'époque, j'étais la seule femme et tous les autres étaient des hommes. Il faut avoir un peu de caractère quand même, non? Il faut avoir, oui. Je sais pas, faut pas se laisser un peu de poigne quand même. Voilà, faut pas se laisser faire tout en restant dans son authenticité. Chez AG2R La Mondiale, j'ai été très très bien accueillie, donc j'ai pas eu besoin d'avoir le prix du DRH de l'année pour avoir une certaine forme de légitimité et être reconnue dans l'exercice de mon métier. Ce que ça ajoute en plus depuis que j'ai eu ce prix, c'est que de temps en temps, j'ai certains de mes collègues du comité de direction groupe, quand on a des rendez-vous, des réunions, qui disent « Attention, voilà la DRH de l'année, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Donc voilà, c'est plus... On se chambre amicalement. Exactement. Concrètement, il y a
Un mot, parce qu'on va parler évidemment du télétravail, de tout ce que vous mettez en place, de vos équipes, de ce qui se passe aujourd'hui à G2R La Mondiale, mais c'est quoi la partie la plus difficile de votre métier? C'est quand vous poussez une porte et face à vous, vous avez les syndicats, et on appelle ça le dialogue social, et vous savez, eux le savent, que ça va être un moment difficile. C'est pas simple, ça. Alors, le dialogue social, j'aurais presque envie de dire que les personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, c'est les représentants du personnel. Bah oui. C'est les représentants des organisations syndicales. On discute, Exactement. Et moi, depuis très longtemps, dans la construction de mon parcours, d'ailleurs, c'est ce que je partage avec mes équipes souvent, je leur dis toujours, mais les partenaires sociaux, les représentants du personnel, ils en connaissent autant que nous, si ce n'est parfois plus. Bah oui. Et donc, ce sont des partenaires. Ils ont un niveau de grain très, très fin. Exactement. Donc, c'est pas le plus difficile. Le métier de DRH, ce qui très probablement est le plus difficile, c'est quand on a des situations individuelles ou des situations collectives très problématiques qu'on doit appréhender et où on doit prendre des décisions, puisqu'on est là pour faire respecter la loi, vous le disiez aussi tout à l'heure. C'est clair. Et donc, parfois, on prend des décisions dans un cadre plus contraint de procédures disciplinaires, par exemple. Et là, ça, c'est difficile. Et ça, c'est très difficile parce que, vous savez, souvent, j'ai des opérationnels qui disent, dans ce type de situation, « Mais toi, Claire, tu as l'habitude. » Eh bien non, on ne s'habitue jamais. Même si on en a mené des procédures de cette nature, on reste une femme, un homme qui exerce un métier de DRH. Vous exercez encore ce type de relation? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas délégué aux équipes. Que mes équipes le gèrent, et sur certains dossiers qui sont plus sensibles, plus complexes, c'est moi qui le fais en direct. Et donc, vous n'oubliez jamais la dimension humaine. Et donc, quand vous devez prendre une décision, la faire valider, etc., et ensuite la concrétiser, je peux vous assurer que vous prenez largement le temps de peser les choses avant de le faire. Avec un petit nœud dans le ventre quand on va laisser la personne entrer et s'asseoir. Voilà, et puis surtout après l'entretien. Évidemment, la digestion de parfois de moments très intenses. Exactement, parce qu'on reçoit l'émotion de l'autre. Et on ne peut pas réagir, on est là pour mettre en œuvre quelque chose. Donc tirailler entre la règle et l'humain, en fait. Hein. Exactement, exactement. Un mot sur le télétravail et sur excusez-moi d'utiliser le mot de cette manière, mais la dérégulation finalement du rapport au travail. Oui. Vous étiez très en avance chez G2R La Mondiale sur ces questions. Oui. Alors, des entreprises ont pris le train en marche, elles se sont dit, il y a le Covid, on va faire du télétravail, ce qui n'était pas le cas chez vous. Quand même, comment vous regardez ce monde du travail, cette génération Z, ces personnes qui rentrent dans une entreprise et qui vous disent, mais attendez, si j'ai pas ça, je viens pas. Tout ça est très complexe pour les DRH. C'est très compliqué. Et effectivement, il y a eu un phénomène d'accélération sur certaines évolutions, même si je pense que ça sera amené à se temporiser un peu ou à se calmer un peu dans les... Oui, je pense que... Vous savez, c'est comme dans tous les phénomènes d'accélération, à un moment donné, il y a un effet booster et puis après, ça vient on arrive sur un calmer palier. Un petit peu. Voilà, parce qu'il faut bien que les choses se régulent. Et voilà, là, on sent quand même qu'il y a une grosse tension sur le marché de l'emploi. Exactement, c'est assez frénétique. Il y a une très très forte tension, en effet. Donc, nous, on était en effet très en avance sur le télétravail, puisque dès 2018, on a signé un accord unanime avec nos organisations syndicales pour offrir cette possibilité à tous nos collaborateurs, sans aucune distinction, tous ceux qui pouvaient y être éligibles, à raison de 2 jours par semaine. Et donc, nous, quand la pandémie et le confinement est arrivé, ça n'a pas été une problématique parce qu'on avait déjà quasiment 3000 de nos collaborateurs qui pratiquaient le télétravail de façon régulière. Donc, finalement, on a réussi à stabiliser le fonctionnement de l'entreprise en 3-4 semaines, pas plus. Et puis, évidemment, ça a généré, par contre, dans la tête de personnes qui n'envisageaient pas du tout de se mettre en télétravail, puisqu'on est sur un télétravail sur la base du volontariat, le fait de travailler chez elles de façon contrainte 5 jours sur 5, pendant plusieurs semaines, ceux qui se disaient « non, moi, télétravail, jamais pour moi », se sont dit « mais non, finalement ». Et donc, ça a accéléré. Aujourd'hui, on doit être à pas loin de 7000 collaborateurs, peut-être même un petit peu plus de 7000 collaborateurs qui pratiquent le télétravail de façon régulière, et pour plus des 2/3, 2 jours par semaine. D'accord. Et choisi sur le jour en accord avec leur manager, évidemment, mais ça doit rester quand même assez flexible, on va dire. Et on a évidemment une attente exprimée de pouvoir passer à 3 jours, par exemple. Mais pour le moment, il y a une demande. Oui, il y a une demande. Les partenaires sociaux, un certain nombre de collaborateurs
moi, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, effectivement, on passera à 3 jours. Nous, notre position aujourd'hui, elle n'est pas dogmatique. Elle est plus de dire, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que l'entreprise, c'est avant toute chose un collectif de travail. Bien sûr. Et donc, Sinon, on le perd, ça. On perd ce lien. exactement. Plus on met les gens à distance, plus en fait on prend le risque de la dilution du collectif. Et donc finalement, on va se retrouver avec des collaborateurs qui vont se comporter comme des indépendants tout en étant dans une relation de salariat. Oui, bien sûr. Et donc on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Donc ça détruit la relation même du lien à l'entreprise. On devient un travailleur indépendant, un peu éloigné. Oui. On revient quand on a envie. Quand même un mot sur le bien-être au travail, quand même, parce qu'il nous reste 5 minutes, c'est important. J'ai vu qu'il y avait un questionnaire qui avait été posé, anonyme, c'est important de le préciser, aux 12 500 collaborateurs. C'est quand même, voilà, on trempe le thermomètre, on se dit, voilà, on en est où? C'est quoi la santé mentale? C'est ça les questions posées. Hein. Alors, c'est pas simplement ça. D'ailleurs, bien-être au travail, moi, j'ai plutôt tendance à parler de bien vivre et bien travailler ensemble, parce que le bien-être... Mais vous rajoutez le mot travail dedans? Voilà. ça. C'est-à-dire que le bien-être en vacances, je vois bien ce que c'est. Parce que je me lève, voilà, j'ai pas de... On voit bien, oui. Le bien-être au travail, il y a quand même des contraintes. Donc, je préfère parler... Ça vous gêne un peu, ce mot? Oui, parce que inévitablement, il y a des contraintes. Ouais, donc, je préfère parler de bien vivre et bien travailler ensemble, de créer ces conditions du bien vivre et du bien travailler. Ça, vous le rectifiez parfois quand vous êtes face aux partenaires Ah, sociaux en disant, attendez, on est au travail d'abord. Exactement. C'est ça que vous dites, en fait. Oui, hein. oui. Et on l'écrit même. On l'écrit même pour dire non, bien vivre et bien travailler ensemble. Et donc, effectivement, on a souhaité se doter d'un instrument de mesure supplémentaire qui va nous donner des clés de lecture complémentaires à celles qu'on peut apprécier soi-même ou que les managers peuvent vivre au quotidien à travers la mise en œuvre d'un baromètre d'engagement qui est très complet et où on va questionner autour d'une cinquantaine de questions, pas loin de 60 même d'ailleurs, sur tous les sujets. La stratégie du groupe, les conditions de travail, la charge de travail, l'équilibre vie personnelle, professionnelle, la relation au management, la relation au travail, le développement de mes compétences. Donc c'est très très large. Et l'objectif, c'est d'avoir finalement un outil de mesure à disposition du manager pour aller s'assurer que ce qui ressort de ce baromètre, de ces indicateurs de mesure, est conforme à la propre perception qu'ils ont. Ou sinon, on peut avoir des surprises. Ouais. Voilà. Et en fait, moi, ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que le plus important, c'est pas tant les sujets sur lesquels les indicateurs sont au vert. Alors évidemment, on s'en satisfait. Mais c'est d'aller regarder là où on n'est pas au rendez-vous. Et de se dire, mais pourquoi on n'est pas au rendez-vous et quel plan d'action on met en œuvre? C'est quoi les points sur lesquels vous dites qu'il y a quand même encore des efforts à faire? À G2R, la mondiale, on a vu, c'est très en avance sur ces sujets, mais il y a encore des sujets sur lesquels vous dites, là, on doit travailler, on doit faire des propositions aux salariés, aux collaborateurs. Il y a la connaissance, en fait, de la stratégie du groupe, des orientations stratégiques du groupe et la connaissance de nos activités au quotidien, de la façon dont elles se comportent. On voit, en fait, que l'ensemble de nos collaborateurs n'ont pas suffisamment cette connaissance régulière, donc il faut qu'on le développe. C'est-à-dire que le baromètre d'engagement, c'est une conversation régulière en fait avec nos collaborateurs. Évidemment. Et on a aussi à travailler sur l'inclusion des collaborateurs dans la transformation du groupe. Et donc, on a des collaborateurs qui nous disent « Mais non, je ne me sens pas suffisamment acteur dans cette transformation. » Donc, ils sont demandeurs, finalement, à s'impliquer un peu plus. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'en fait, ils disent « Je veux contribuer plus. » Donc, comment on fait? Impliquez-moi, intégrez-moi plus. Avant de nous quitter, quand même... Je ne sais pas si AG2R, la mondiale, est impactée directement par cette réflexion, mais on voit aujourd'hui par la révolution numérique, par la transformation du digital, l'intelligence artificielle, on nous dit que des métiers vont disparaître, qu'il va falloir commencer déjà à repenser et à repositionner des blocs de salariés vers d'autres métiers. Oui. Vous la portez aussi au sein du groupe, cette question? Énormément, parce que c'est quelque chose que j'ai connu dans d'autres secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé. En 2019, d'ailleurs, on a signé un accord avec nos organisations syndicales de gestion active et prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et l'objectif de cet accord, c'est justement d'aller identifier toutes les tendances prévisionnelles d'évolution des métiers, des compétences, de les partager en très grande transparence avec les organisations syndicales, puis ensuite avec les collaborateurs, dans un travail collaboratif d'ailleurs avec les managers. Donc tous les acteurs de l'entreprise sont impliqués. Et le sujet, c'est de dire, moi je dis souvent... À 20 ans, à 10 ans? Voilà, alors peut-être pas à 20 ans, 10 ans, mais au moins sur les 3-5 ans, de dire, mesdames, messieurs, le métier tel métier qui s'exerçait de telle façon il y a encore 5 ans, dans les années qui viennent, ces blocs de compétences vont disparaître et donc il faut qu'on vous accompagne pour vous permettre de saisir ces autres blocs de compétences. Et c'est la mission de l'entreprise de leur dire, voilà, on vous forme, on vous accompagne. Formation tout au long de la vie, prise de conscience de chacun qu'un parcours professionnel n'est pas linéaire, qu'il faut le diversifier. C'est un choc souvent pour un salarié qui se dit, moi j'étais bien dans ce poste et on me dit qu'on digitalise, il y a l'IA. Mais c'est un choc sans l'être, parce qu'en fait on s'aperçoit que les collaborateurs ont la ressource de s'adapter. Simplement, c'est à nous, à entreprise, d'avoir la responsabilité de dire les choses,
en transparence, de mettre les moyens sur la table pour dire on va vous former, on va vous accompagner. Alors c'est sûr qu'il faut que le salarié se saisisse de ça, parce que si le salarié reste les bras croisés à ne pas se saisir des moyens qui sont mis à sa disposition... Il rate l'occasion aussi de pouvoir rebondir. Exactement. Merci d'être venu nous rendre visite, Claire Silva, pour boucler notre échange passionnant. Vous ne regrettez pas de ne pas être devenue avocate ou magistrate? Non, il n'y a pas comme ça une petite pointe de regret? Vous dites pas... Non, pas du... Non, vous êtes à la bonne place, finalement. Oui, je suis à la bonne place, je pense. Et puis finalement, quand on est DRH, on est un peu avocat parce qu'on défend aussi bien les collaborateurs que les managers. Enfin, on est dans... Et à certains égards, parfois un peu magistrat, lorsque parfois il faut rappeler la loi. La loi. Et on est en fait, finalement, le rôle de DRH, c'est un rôle de go-between. Donc finalement, pas si éloigné de la passion qui vous occupait quand vous étiez jeune, qui vous animait. En effet. Merci Claire Silva, DRH de l'année 2022. C'est un titre important et qui vous a touché. Vous êtes la DRH du groupe AG2R La Mondiale. J'ai dit 12 500 collaborateurs. 15 000 collaborateurs. 15 000, j'étais sûr que le chiffre n'était pas bon. Combien de recrutements là? Vous avez un chiffre? On a sur une année, on fait 700, on a 700 postes ouverts et on les pourvoit globalement 60% en mobilité interne, 40% à l'externe. Allez donc voir sur les onglets, sur le site AG2R La Mondiale et puis sur tous les job boards, j'imagine. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité tout de suite. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Pour parler des seniors, on en parle beaucoup dans Smart Job. On va parler de leur envie, de leur désir, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ces seniors. Et puis ils sont évidemment au cœur de l'actualité avec la réforme de l'assurance chômage et évidemment l'allongement de la durée du travail. On en parle avec Charles Chantala. Bonjour Charles. Bonjour. Senior Sales, directeur commercial, parce que voilà, remettons tout ça en français. Chez Indeed, on est ravis de vous accueillir avec une étude que vous avez sous le bras, Opinionway, pour ce sondage. D'abord, un petit mot un peu général. Qu'est-ce qui vous a poussé à sonder les cœurs des seniors ? Le point de départ, finalement, c'était un paradoxe. C'est le paradoxe entre l'actualité, qui, vous l'avez dit, est truffée d'informations sur le report de l'âge des retraites potentiellement et la pénurie des talents. Donc ça, c'est d'un côté, on nous dit il y a ce problème-là, et de l'autre, on a manifestement un des taux d'activité des seniors parmi les plus faibles dans les pays d'Europe. On est 4 points en dessous du niveau moyen de l'OCDE quand même. Donc 56%. C'est à peu près 58 quand on prend la tranche 55-64 ans, effectivement. Alors, il y a des paradoxes intéressants parce que d'un côté, on a des entreprises qui se délestent de leurs seniors par des plans, par des départs volontaires. Et les résultats de votre sondage sont intéressants. 86% des salariés français déclarent aimer travailler avec des personnes plus âgées qu'eux. Et 63% des sondés ont peur de ne jamais retrouver un travail si jamais ils sont au chômage après 45 ans. Ça crée une angoisse incroyable. C'est-à-dire que déjà à 45 ans, là, ceux qui sont interrogés sont déjà dans l'idée d'être un senior. Ouais, c'est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, quand on demande aux gens à partir de quand vous mettriez l'étiquette de senior, les patrons et les salariés répondent à peu près la même chose. En moyenne, on atterrit à 54 ans. Mais on voit qu'il y a manifestement une discrimination. C'est ce que confirme ce qu'on ressent. Bien sûr. Cette étude vient le confirmer, qui en cascade va jusqu'à impacter des profils qui ont 45-50 ans, qui anticipent et qui commencent à se dire « ça y est, je suis dans la tranche où je dois peut-être me méfier, j'hésite à changer de job ». Donc ce qui au début, on pourrait se dire « bon, oui, à partir de 55-60 ans, je peux peut-être comprendre qu'un patron soit un peu réticent ». En cascade, ça vient immobiliser notre marché du travail. C'est-à-dire qu'on a une génération entière qui, à partir de 45 ans, se dit « je m'immobilise en quelque sorte, je suis tétanisé et je ne suis pas si certain de me lancer dans une nouvelle aventure ». Indeed, les sondages, la présence d'acteurs sur les plateaux de télévision, est-ce que ça peut changer finalement cette image? Parce que l'idée, c'est d'inverser le discours et de dire, attendez, ce n'est pas des seniors qui traînent la jambe, ce sont des gens expérimentés qui ont plein de qualités et ils vont vous apporter. C'est ça l'idée. Bien sûr. Alors déjà, il faut commencer par dire que de toute façon, c'est inéluctable. Les 30 prochaines années, c'est l'histoire du vieillissement de la population et donc de la population active. Donc on ne peut pas d'un côté se plaindre d'avoir des centaines de milliers de postes vacants, des difficultés à recruter, et de l'autre, laisser sur le carreau toute une frange de notre population active. Donc non seulement c'est inéluctable, mais en plus, c'est effectivement, nous on est là pour porter le message que c'est souhaitable. Vous l'avez dit, ce sont parmi les salariés les préférés, disons, de leurs collaborateurs. Ils sont préférés par leurs collègues, simplement parce que ils ont une capacité à transmettre, et par ailleurs, dans les atouts qu'on leur reconnaît, on retrouve
un des atouts dont on parle non-stop depuis déjà 5 ans, qui sont les fameux soft skills. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve en premier chez quelqu'un qui a déjà 10, 15, 20 ans de boîte Ouais. et l'habitude de gérer De la souplesse, souplesse. de l'expérience, de l'habitude dans la gestion. Il y a un élément intéressant, et je sais que vous l'avez vu passer dans l'actualité. Un des critères qui fait qu'aujourd'hui certains hésitent à embaucher un senior, c'est pas une étude OpinionWay Indeed, c'est que les dirigeants ont peur qu'il tombe malade, qu'il ait des problèmes de santé. Je crois que vous avez creusé ce sujet. C'est intéressant d'avoir votre réponse. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'inquiétude sur l'âge et c'est plutôt une inquiétude sur les congés maladie ou en tout cas les arrêts maladie potentiels et un sujet de rémunération dont on pourra peut-être parler. Mais ce sujet d'inquiétude numéro 1 sur le risque d'arrêt maladie, il est en partie faux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement chez les 55-60 ans et les 60-64 ans certains congés maladie qui sont plus longs, donc on a des chances de tomber sur un cas de figure où l'état de santé est mauvais et on a un arrêt long. En revanche, en réalité, c'est la tranche d'âge qui pose le moins d'arrêt maladie en nombre. La tranche d'âge qui pose le plus d'arrêt maladie, c'est la tranche des 20-25 ans. Donc ça, c'est un mythe. C'est un mythe où la moyenne est entièrement biaisée par seulement un cas sur 100. Mais en réalité, sur 100 employés seniors, ils posent moins de congés maladie, d'arrêt maladie que les plus jeunes. Et pour terminer, il y a un deuxième item et sur lequel évidemment vous vous êtes penché, la question de la rémunération. Parce que ce qu'on entend et ce qu'on entend ici sur ce plateau parfois, oui mais les seniors sont très exigeants évidemment par rapport à un jeune qui arrive, moi je dois mettre plus 30, plus 40. Vrai ou pas vrai ça? Moi j'ai lu que les seniors étaient tout à fait prêts à se remettre en question et dire après tout, je réadapte mon salaire. Ouais. Oui, c'est faux au moins à 2 égards, c'est-à-dire que déjà, les salaires augmentent assez nettement en ce moment. Et donc, au contraire, on entend aussi beaucoup d'entreprises nous dire je suis un peu embêté parce que je suis obligé de faire rentrer des jeunes qui exigent des salaires plus importants que mes employés actuels. Donc, on ne peut pas tenir les deux discours simultanément. Compliqué d'être transparent après dans la boîte. Donc, en réalité, on voit bien qu'il y a des employés en poste de 45-50 ans actuellement qui maintenant ont des salaires qui sont alignés avec la norme des nouveaux entrants. Et ils sont prêts à les faire bouger. Et enfin, c'est faux puisque pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut rentrer dans un monde où en 2030, en 2035, on aura des personnes de 55 ans qui seront juniors, qui seront reconvertis. C'est absolument indispensable si on veut régler ce problème démographique et ce problème de pénurie des talents qui va perdurer. Merci Charles Chantala d'être venu nous éclairer sur ce sujet. On va continuer à en parler longtemps de ce sujet parce qu'évidemment, tant que la réforme n'est pas tout à fait réglée ou tranchée, il y aura ce débat des seniors pour travailler plus longtemps. Merci. Vous êtes directeur commercial chez Indeed avec cette étude OpinionWay commandée donc par la société Indeed. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Et merci à Victoire qui me faisait l'honneur de me parler dans l'oreille aujourd'hui. Merci à Aléa à qui je dis bon vent pour la suite de ses aventures professionnelles. Merci à vous, merci à vous qui nous écrivez et qui nous regardez chaque jour. Je vous dis bon week-end, bye bye.